S'il avait été Aladdin, il aurait formulé 3 vœux. Être acteur et être acteur. Il s'est débrouillé sans le fameux génie ni la lampe. À 34 ans, il cumule 30 millions d'entrées au cinéma et 2 millions de tickets sur scène. Une popularité qu'on lui a parfois fait payer, mais qui ne l'a jamais empêché d'avancer. Kev Adams est en aparté. Hello Kev Adams, bienvenue. Génial, génial. Génial encore? Ah ouais. Ouais, toujours. Hein. Moi, c'est toujours un gros kiff d'être là quand même. C'est vrai, bon, bah, c'est super. Parce qu'en fait, je prends beaucoup de plaisir à regarder le programme avec des gens que j'adore. Ah, sympa. Et même parfois des gens que j'aime pas. Ah oui, parce qu'on les découvre. Parce qu'on les découvre et parce qu'il se passe toujours un truc un peu magique, je trouve, de mettre les gens seuls face à eux-mêmes. Il y a toujours un truc un peu magique. Oh, bah, c'est super sympa. Bah, merci, je vais m'arrêter là, je vais y aller alors, parce que je suis... Qu'est-ce que c'est bien décoré, les amis. Là, par contre, je vous le dis. Bah, c'est vrai que vous avez quand même un œil particulièrement aiguisé, puisque votre papa était dans l'immobilier. Oui, il Vous l'a avez été, fait des il est visites encore, et des états ouais, des tout à lieux fait. avec lui? Écoutez, ouais, ça m'est arrivé et c'est vrai que je suis toujours très attentif à la décoration, un peu partout. Donc, par exemple, vous, pour votre acquisition, par exemple, d'appartement, pour votre toit, votre nid, vous avez demandé à papa de checker un peu état des lieux, les volumes, tout ça? Bien sûr. Absolument pas. J'y connais absolument rien. Non, c'est vrai? Non, en vrai, je suis très comment mauvais. un peu chez vous? Parce que si on inverse les rôles 2 secondes... Bah, en fait, pour être très honnête, je serais très mal à l'aise si c'était chez moi, parce que j'ai beaucoup de mal à voir ma tronche. Et ça veut dire qu'il n'y a pas le mur de la gloire, la photo avec vos idoles, vous vous souvenez de ça? Il y avait effectivement quand j'étais plus jeune, mais je ne faisais pas encore ce métier. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai dû régler un truc d'ego. J'ai plus vraiment besoin de voir ma tronche. Mais pour le coup, c'est très flatteur et je vous remercie beaucoup d'avoir mis autant d'attention dans la décoration. Et surtout, ça me fait super plaisir et ça m'émeut de voir autant de références et de projets. Ça me touche toujours de voir à quel point... Des projets qui se sont concrétisés et qui ont attiré évidemment un grand public. Vous pouvez vous installer sur le canapé. Je suis là. Il est confort. Ouais, celui-là, allez, ça par marche. exemple. Il y a quand même le petit cahier rituel. Ça existe encore ou pas? Le petit cahier rituel où j'écris des blagues? Alors, je sais pas, il était bleu à l'époque. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'était un cahier bleu rituel. Non, il existe moins aujourd'hui. On est plus dans la phase technologique où je prends des notes sur mon téléphone. Mais ouais, il est toujours présent dans ma tête, on va dire. Ça fait partie de la base, évidemment. On va se parler, bien sûr, de ce projet qui est évidemment maintenant quasiment dans les salles obscures pour notre plus grand sourire à tous, à partir du 15 octobre pour être exact. Ça s'appelle Le Jour J, le nouveau film de Claude Zidi Junior. Exactement. Vous y êtes à l'affiche aux côtés de Jarry, Didier Bourdon, Jonathan Lambert, Chantal Latsou, Brahim Moulel et Marie Parizeau. Évidemment, le casting est très puissant et un casting de dingue, ouais, c'est clair, c'est une chance incroyable. Le rythme aussi est très puissant, hein. On va y venir dans un petit instant, bien sûr. Juste un mot, parce que vous avez une super scène avec Chantal Latsou, vous avez pu perfectionner votre talent d'imitateur? Et ben alors, comment ils vont en aparté, hein, j'avais les dire, voyez-vous. Elle dit beaucoup, voyez-vous, j'ai remarqué. C'est vrai, elle ponctue comme ça. Voyez-vous, alors, voyez-vous. Non, mais je l'adore, c'est vraiment... D'ailleurs, je vous remercie de me permettre de parler de Chantal d'entrée. C'est quelqu'un avec qui j'ai créé une relation au fur et à mesure des années, au fil du temps, qui est magique. Franchement, j'ai l'impression que c'est comme une tata, une maman, une mamie, un mélange de tout ça, mais avec le fun à fond. Je m'éclate à travailler avec elle. Je trouve qu'elle a un talent fou. Je trouve qu'elle vit à présent la carrière qu'elle a toujours méritée. Je me suis beaucoup intéressé aussi à sa carrière avant ces années-là. Ça a été une grande comédienne de théâtre, elle a fait plein de petits rôles à la télé, au cinéma. Et là, j'ai l'impression qu'elle rentre dans les années où enfin le public découvre pleinement Chantal Latsou. Et d'avoir la chance de faire partie de ce spectre, de cet entourage-là, pour moi, c'est très plaisant, quoi. Mais alors là, si Chantal Latsou nous faisait le pitch du jour J, allez, au boulot. Elle dirait, c'est très simple, c'est l'histoire de deux Gaulios qui arrivent en Normandie le mauvais jour. Alors eux, ils veulent être des héros, si vous voulez, hein, mais c'est des zéros, donc ils vont se débrouiller comme ils peuvent. Ils sont tous les deux paumés dans une France sous l'emprise de l'Allemagne nazie. Et ils vont devoir se démerder, si vous voulez. Hein. Après, pour le reste, allez voir le film, emmerdez pas. On peut regarder quand même la bande-annonce. Hein. Avec grand plaisir. Ils sont où, les autres, l'Armada, tout ça? On s'est pas trompé de jour. Mais non, on s'est pas trompé de jour, non, bien sûr que non. On s'est trompé de jour. C'est le débarquement! Il
sont où tous vos copains, les 150 000 hommes, les 5 000 bateaux? Vous devez être les éclaireurs, les forces spéciales. Oh non, alors là, pas... Si, oui, exactement, tout à fait. Nous sommes les forces spéciales. Special Force. Chef, ces deux esprits. Mais d'ailleurs... Oh, la gueule. Oh, il est moche. Horrible. J'espère qu'il n'a pas fait des gosses, celui-là. S'il a fait des gosses, nous les tirons. Nous pourrions nous infiltrer, aller au QG, prendre le poste radio et prévenir Londres. Quelle maufiette. Réveillez-vous, Hans. Faites là. Faites là. Allumez le feu. J'aurais bien aimé neutraliser au moins un soldat allemand. Ça faisait la classe pour Margot. Je crois que j'ai une idée, Zerkawi. Non. Non, lieutenant, je vous suis pas. À partir de maintenant, vous êtes le soldat Zerkaï. Zerkaï. Parfait. Ich bin deine Kampf, Zerkaï. Ouais, c'est ça. Oui. Excusez-moi pas, là. Quand même. Et oui, ça envoie, c'est très rythmé. Évidemment, il y a cette paire que vous formez avec Samy. On l'a vu à l'image. Vous êtes deux héros, mais en fait qui êtes un peu à côté de la plaque du héros. Vous aimeriez bien être des vrais héros, mais vous avez un costume un peu trop grand pour vous. C'est en quelques mots, c'est un peu l'idée. C'est très bien résumé, voilà, c'est ça. Déjà, j'étais très heureux de faire un film choral et un film de duo avec Brahim Boulel, qui est vraiment un talent extraordinaire de cette nouvelle génération, qui a un rythme de comédie qui est très fort et qui je trouve, est brillant, excellent dans le film, vraiment. J'étais ravi de faire un duo avec lui, bien sûr. J'avais la chance de travailler déjà avec lui sur Maison de retraite 2, où il avait un plus petit rôle. Et tout de suite, avec Claude Zidi Junior, le réalisateur, on s'était dit, mais ce mec, il a un truc spécial, quoi. Et puis les grands duos de comédie, moi, j'ai grandi avec ça, que ce soit dans La Chèvre, dans Les Compères, mais aussi, évidemment, dans La Grande Vadrouille, dans Le Cornio. Voilà, c'est des films avec lesquels j'ai grandi. Et là, ce qui est génial, c'est que c'est un duo au milieu d'un film choral. C'est-à-dire qu'on le voit dans la bande-annonce, Didier Bourdon en général Karcher, en général nazi. Je trouve que ça suffirait presque comme argument pour aller voir le film. Jarry en soldat nazi, qui est absolument exceptionnel, qui a amené son propre costume d'ailleurs, puisqu'il fait partie d'une amicale de nazis dans la vie. Bah voyons, Jarry, si tu nous écoutes. Qu'on embrasse évidemment, je l'adore, c'est un pote aussi. Chantal, bien sûr, enfin, c'est la famille. Il y a la moitié de ce casting avec qui j'étais déjà à l'affiche de Maison de retraite et Maison de retraite 2. C'est ma 3e collaboration avec Claude Zidi Junior. Donc il y a une espèce de film de bande, de troupe, et cette troupe-là, je trouve, fait le bon film au bon moment. Quel meilleur moment qu'en ce moment pour parler de l'absurdité de la guerre. Nous, les Français, ce qu'on sait faire de mieux, c'est rappeler à quel point c'est complètement con de se battre à travers le rire, tout simplement. Ouais. Claude Zidi Junior, il dit de vous que vous êtes un énorme bosseur, que vous impliquez énormément, que vous ne laissez rien au hasard. Votre méthode, votre énergie, votre rythme, c'est quoi, Kev Adams? Je vais citer certainement un de mes réalisateurs préférés au monde, si ce n'est celui que je préfère au monde, c'est Steven Spielberg, qui disait dans une interview, et ça m'a toujours marqué, j'ai toujours retenu ça, il disait « Si vous pensez qu'un scénario est fini au moment où vous démarrez le tournage, votre film est déjà fini ». Et je trouve ça formidable de dire ça, c'est tellement vrai. C'est de la matière organique, c'est vivant. Donc évidemment que quand j'attaque le tournage d'un film, je ne suis obsédé que par ça, et je vais y passer mes jours et mes nuits à me dire mais comment est-ce qu'on peut rendre le truc meilleur, comment on peut améliorer. La comédie, c'est tellement difficile dans le sens où c'est tellement critiquable facilement, c'est tellement subjectif ce qui nous fait rire ou pas, que j'essaie toujours de me dire mais comment on peut optimiser le truc, comment on peut rendre le truc meilleur. Et Ça veut dire que vous improvisez, vous mêlez du script, ouais, bien vous sûr. y allez. Je me mêle un peu trop de tout d'ailleurs, je dois le reconnaître, et je m'en excuse auprès de Claude et parfois des équipes. J'ai du mal à dire couper et à passer à une scène suivante si cette scène-là, j'en suis pas pleinement satisfait. Le cinéma, c'est tellement compliqué dans le sens où entre ce que vous allez lire dans le script et ce que vous allez voir au montage final, il peut y avoir un monde entier, quoi. Donc j'essaye d'être prudent là-dessus, c'est vrai, et parfois un peu obsessionnel sur les bords, je dois le reconnaître. Bon, exigeant, on va dire. Vous faites quelques pas vers le comptoir, je suis sympa. Avec Exigeant, plaisir. Oui, c'est vrai, non mais exigeant, c'est le bon terme. Moi j'aurais dit complètement taré, donc vous savez, franchement, Ok. ça me va. Bon alors, est-ce que vous êtes taré quand vous êtes face à une crêpe Ça, fourrée au chocolat, c'est avec un petit thé glacé en général, je crois. C'est mon péché mignon. Et là, ça nous emmène peut-être dans le sud de la France, par exemple, si vous regardez par la fenêtre, par la baie vitrée. Évidemment, ouais, bien sûr.
Nice, Cannes, Juan-les-Pins, bien sûr. Juan-les-Pins, la base, évidemment. C'est synonyme de quoi, cette station balnéaire? C'est synonyme de tout ce qu'il y a de plus beau, tout ce qu'il y a de plus bon, tout ce qu'il y a de plus extraordinaire en termes de souvenirs. Pour moi, c'est Juan-les-Pins, c'est là où mes grands-parents ont posé leurs bagages pendant de nombreuses années, là où ma grand-mère vit encore la moitié de l'année. Et c'est un endroit où je suis beaucoup parti en vacances, parce que quand j'étais jeune, mes parents travaillaient beaucoup. Et donc, c'était, je pense, la facilité que de nous envoyer au mois de juillet chez papy et mamie. Et moi, je crois que je me suis construit aussi beaucoup au travers de cet endroit, de cette ville qui... c'est fou, à chaque fois que je me retrouve là-bas, j'ai toujours la même sensation, quoi. Une sensation de bien-être, de bonheur, j'ai le sentiment d'être là où il faut être, quoi. Comment vous êtes tombé dans la marmite, Kev Adams? Parce qu'avec un papa dans l'immobilier encore aujourd'hui, qui à l'époque a un magasin de mobile sur les grands boulevards, c'est ça, hein, je me trompe pas. C'est exactement Votre ça. maman qui travaille à la banque, on est quand même très loin du 7e art. Elle travaille dans les bureaux, hein, elle ne travaille pas à la banque, elle travaille dans les bureaux, dans une banque très, très connue qu'on ne citera pas, mais elle bosse dans des bureaux, quoi. C'est un taf de bureau, devant les ordinateurs, dans un open space avec plein de monde. Donc rien à voir avec le 7e art, on est d'accord? Ah, rien à voir, non, rien à voir. Personne dans la famille n'a cette appétence. Ok. Ouais. Vous vous souvenez du moment où il se passe quelque chose dans votre esprit et que vous êtes télescopé? Bon, il y en a eu plusieurs, mais je dirais, si je devais en retenir deux, quand j'ai 7 ans, je vais voir Titanic au cinéma avec ma mère et je prends une claque monumentale. Je me dis, mais c'est fou qu'on puisse faire vivre autant d'émotions à des gens qui ne se connaissent pas entre eux dans une salle obscure. Je trouve ça dingue. Ça me choque. Je me rappelle encore de la sensation aujourd'hui, presque 30 ans plus tard. Et puis, mes parents m'offrent des places pour mon anniversaire de mes 10 ans pour aller voir Gad Elmaleh sur scène au Théâtre de Jazet, je me rappelle très précisément, pour un spectacle qui s'appelait La vie normale. Et je crois que c'est le deuxième choc de ma vie, quoi. Je me retrouve dans cette salle, face à ce maestro de la scène et de l'humour. Et je me dis, mais c'est ça que je veux faire. Je serais capable de rien faire d'autre, en fait. Il faut que j'arrive à craquer le code pour faire ça. Et c'est vrai qu'évidemment, ça va effrayer ma famille beaucoup, pour plein de raisons. Je pense que souvent, j'essaie de me mettre à la place de mes parents ou de mes grands-parents. Mes parents, pour eux, sont la première génération à être nés en France. Leurs parents sont nés ailleurs. Leurs grands-parents sont nés encore ailleurs. On est presque issus d'une famille de nomades. Et donc, pour eux, il y a un côté très pragmatique, quoi. Il faut faire un boulot, il faut ramener de l'argent, il faut éduquer sa famille. C'est les seuls objectifs de la vie, quoi. Ah oui, sauf que cet individu-là, cet artiste-là, sur cette scène-là, il vous a piqué. Regardez à gauche. Qu'est-ce qu'il faut que je regarde à lui? Mais non, mais moi, il n'y avait pas de Didier. Il était là pour faire plaisir aux jeunes, mais sinon, moi, chaque chanson, le chanteur de la chanson, il était là. Le Didier, il montrait un disque comme ça, je lui disais, mais range-le, il est là, viens chanter, viens. Barry White, viens chanter, viens. Il y avait un mec qui gérait la circulation des vedettes, il faisait comme ça, allez, c'est à toi de chanter, stop, allez, viens à toi. À un moment donné, je me retourne, qui je vois? Maria Carré. Arrête, sur ma vie, elle s'est incrustée. J'étais mal à l'aise, j'étais là voir, qu'est-ce que tu me fais, toi? Je lui dis, bon, chante 2 chansons discrètes, fais-toi ton kiff et casse-toi, va-t'en. Bon, elle a chanté ces 2 chansons, elle les a éclatées, j'ai été réglo, à la fin, je lui dis, grande classe, hein, je lui dis, viens ici. Nini. Je venais de dire à quelqu'un qui avait fini, ah non, mon ami. Je lui dis, Maria, combien je te dois? Elle m'a dit, Coco, tu es malade. Enfin, en anglais. Quel fou rire j'ai eu quand j'ai vu ça. Et vous connaissez par cœur, donc? Ouais, encore aujourd'hui, je pense que c'est peut-être le spectacle que j'ai le plus regardé. Donc ça veut dire que comme Chantal là-dessous, Gad Elmaleh, vous l'imitez ou pas? Bien sûr, bien sûr. Mais surtout ce sketch-là, Coco. Non, mais vous l'imitez comment? Elle m'a dit sur qui je tombe, Maria Carré. Écoutez-moi bien, je veux que mon fils, il vole, d'accord? C'est clair? Je veux pas savoir comment, je veux pas savoir combien, je veux qu'il vole. Génial. Ce qui est génial, c'est que je lui ai fait à lui, en plus. Ah oui? C'est ça qui est fou. Et comment il a réagi? Ben, il m'a dit, même moi, j'ai oublié les répliques, c'est dingue, quoi. Bon alors, c'est évidemment, vous maîtrisez, vous travaillez ça, et il se passe quelque chose aussi, j'allais dire, dans votre vie au quotidien, grâce au rire, grâce à Gad Elmaleh et aux autres, dans la cour de l'école, par exemple. Ça commence à changer la donne, ça commence à vous donner une autre position, un autre statut? Bien sûr. Bien sûr. Et puis quand on est enfant, on cherche des manières d'exister socialement. Donc moi, ça a été très vite ma manière d'exister, de faire rire, de faire le con, de faire l'imbécile. Ça a été très jeune ma manière de communiquer, ma manière de m'exprimer auprès des autres, quoi. Donc très vite, j'ai pris la place du petit rigolo, quoi, du petit... Vous prenez le contre-pied, effectivement, parce qu'il y a des brimades.
Oui, oui. Cette époque-là, cette période-là, vous vous en souvenez comment aujourd'hui? J'en garde un souvenir tiède. C'est-à-dire que un souvenir magnifique parce que j'ai toujours été très entouré par une famille aimante. Enfin, j'ai jamais manqué de rien et ça, c'est quand même une chance incroyable. Et on s'en rend compte en grandissant. Mais en même temps, j'étais pas très à l'aise à l'école. J'étais pas très à l'aise dans le corps d'enfant et d'ado que je devenais. Et je pense que ça a été pour moi effectivement un exutoire, le fait de faire rire, une manière à moi de crier, de m'élever contre ça, je pense, à un moment donné, parce que ouais, c'était dur. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je suis profondément touché par le harcèlement scolaire, par ces sujets-là. Vous êtes engagé même aujourd'hui. Ouais. En tout cas, j'essaye de l'être au maximum parce que j'estime que c'est plus acceptable aujourd'hui qu'on ait des mômes qui ont envie de se foutre en l'air parce qu'on se moque d'eux à l'école. Il y a quelque part où on a bugué en tant que société là-dessus, où on a échoué en tant que société si on arrive à ce genre de situation. Donc, non, franchement, ouais, j'aimerais m'engager encore plus contre ça et surtout porter cette voix-là et dire, voilà, c'est pas marrant, quoi. C'est pas marrant de se moquer de ses camarades à l'école. Et ça fait du mal, ça laisse des traces. Évidemment, vous en sortez par le rire. Si vous voulez bien vous installer dans le fauteuil marron. Celui-ci? Oui, le fauteuil qui est le long de la baie vitrée, c'est très bien. Super. Voilà. Je mangerai cette crêpe après, hein, attention. Ah oui, bah oui. Ah bah non, je déteste gâcher, donc là, je me suis levée à pas d'heure pour la faire. Et puis elle a l'air délicieuse, en plus. Alors, on parlait de l'école. Oh, les profs, bien sûr, c'est génial. Bah tiens, on y est. 10 sur 3 égale... On fait moins les malins, là, hein? Cet extrait me Alors fera toujours rire. Boulard, quelle bonne nouvelle. Bah, moi, je dirais 13. Oh, Boulard. Fabuleux Boulard, émouvant, du grand Boulard. Merci. Et la voisine? Pas maintenant, pas maintenant. Eh oui. 3,33. Oui, presque. 3,3333. Ouais, vous êtes sur la bonne voie, mais ça reste encore un peu vague, hein. Faut être plus précis. Oui. 3,33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 . Mais On va passer l'année à l'écrire. Ah ben oui. C'est génial. C'est dingue à quel point il a bien vieilli, ce film, je trouve. Ouais, et il a très bien vieilli. À l'époque, déjà, il cartonne. Oui, je sais que les 2 films sont ressortis récemment sur la plateforme de streaming avec un N rouge. Et je ne sais pas si on a le droit de le citer, mais j'imagine que oui. Et c'est fou de voir à quel point ça a repris une popularité folle chez les jeunes et à quel point ils se sont réappropriés le film, quoi. Je trouve ça top. Et oui, pour moi, à cette époque-là, il faut remettre le truc dans le contexte. Quand je tourne les profs 1, j'ai 21 ans, le prof 2, j'ai 23 ou 24 ans. On parle de ça, donc il y a déjà 10 ans. Et de tourner avec des gens comme Christian Clavier dans le 1, Didier Bourdon, Isabelle Nanty dans le 2, Pierre-François Martin Laval, évidemment, son réalisateur. Enfin, c'est fou, quoi. C'est la meilleure école possible pour un comédien. J'ai trouvé ça trop cool. Et puis je regarde toujours ça avec beaucoup d'amour, beaucoup de nostalgie. Ouais, beaucoup d'affection. Alors, ça y est, la porte du cinéma est pleinement ouverte à ce moment-là. Vous touchez même du doigt votre rêve, devenir Leonardo DiCaprio. Ah, putain, j'ai failli me noyer. Oh là, mais il est lourd. Qu'est-ce que tu fais là? Laisse-moi monter. Je te laisse pas monter, c'est une planche, une place. T'es malade ou quoi? Pas du tout, on tient largement à 2 sur cette planche. Putain, laisse-moi monter, s'il te plaît. Pas du tout, c'est une planche, une place. Il y a une place et il y a les 2 places. Mais Je la connais très bien, cette planche, c'est la fiscule de chez Ikea, il y a 2 places. Je ne crois pas, c'est la Molek. Révise tes références. N'importe quoi. Vas-y, s'il te plaît, laisse-moi monter, je vais crever. Je vais crever de froid ici. Et alors? Non, laisse-moi, je me mets là, je me glisse là. Non, il n'y a qu'une place, je suis désolée. T'es sérieux, tu vas pas me laisser monter sur la planche, tu vas me laisser crever. Vas-y, laisse-moi monter, fais pas ta pute. Pas quoi? Pardon, Jacques, tu ne vas pas sur ce ton. Jubilatoire, non? Pardon, Jacques. En fait, ce qui est génial, c'est que, bon, déjà, j'adore m'amuser avec Camille, on adore faire des petits sketchs ensemble. C'est une parodie, mais ça, tout le monde, je pense, l'avait compris. Évidemment que c'est une parodie, évidemment qu'on s'éclate à ce moment-là, on prend beaucoup de plaisir à le faire et à faire les cons. Et surtout, c'est une parodie qui reprend cette espèce de mythe général qui raconte que, dans le film de James Cameron, il y avait suffisamment de place sur cette planche pour que les 2 puissent monter. Et c'est une incompréhension, évidemment, de beaucoup de spectateurs de se dire, mais pourquoi ils ne se sont pas collés l'un l'autre sur cette planche? C'est presque une faute du scénario et il aurait pu être sauvé, quoi. Et donc, on reprend, évidemment, cette espèce de mots d'Internet et on en fait un petit sketch un peu cash avec Camille. On s'éclate à faire ça et moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir à travailler avec elle parce que
elle est très, elle a une patate, une énergie qui est complètement, qui est complètement atypique, qui est complètement dingue et qui correspond très bien à ce que j'aime faire. À votre rythme, Ouais, c'est Camille carrément. Lelouch, évidemment, qui est déjà venu nous voir en aparté. Bon, alors quand même, tout ça... Elle m'a dit qu'elle avait déjà loué le T2 2-3 fois pour des vacances. Bah, voyons. Alors, ce qu'il faut savoir, et ce que les téléspectateurs ne savent pas forcément, c'est que vous avez rencontré le vrai Leonardo Ouais, c'est vrai. DiCaprio. Vous l'avez rencontré où? Et racontez-moi un petit peu comment. C'est une histoire folle, en fait. À l'époque où je tourne le film Les Nouvelles Aventures d'Aladin, le producteur, à l'époque, Daniel Torjman, me dit voilà, si on arrive à dépasser 3 ou 4 millions d'entrées, je sais plus, je te promets que je réalise ton plus grand rêve. Et moi, je lui dis mais ça paraît complètement fou. Il me dit c'est quoi ton plus grand rêve? Je lui dis c'est rencontrer Leonardo DiCaprio. Et il me dit d'accord, et puis on passe à autre chose, évidemment. Il me dit ça, on est sur le tournage du film. Le film sort 1 an plus tard, et puis il connaît un grand succès. Je crois qu'au final, ça fait comme 4 millions et demi d'entrées. Et je pars juste après à Los Angeles en vacances. J'étais à l'époque avec William Lebguil, mon comparse de Soda, qui avait donc tourné avec moi dans Aladdin. Et on fait toute la promo du film, on fait la tournée dans les cinémas, etc. Et dès que le film sort, on s'échappe, on part aux États-Unis ensemble. Je me rappelle très précisément, c'était en 2015. Et Daniel m'appelle, il me dit tu sais ce qui s'est passé hier? Non, il s'est passé que le film a dépassé 4 millions d'entrées. Et je dis mais c'est complètement fou, bravo, félicitations à vous, aux équipes, etc. Mais je suis à 1000 lieues de penser qu'il allait respecter sa parole, quoi. Il me dit rappelle-toi ce que je t'avais dit, si c'était le cas, tu réalises ton plus grand rêve. Et ton plus grand rêve, c'était quoi? Je dis bah rencontrer Leonardo DiCaprio, mais j'y crois qu'à moitié, franchement. Et il me dit rendez-vous vendredi dans une espèce de villa à Los Angeles où il y avait une soirée pour un alcool. Et j'arrive à cette soirée, et il est là, effectivement. Et on échange quelques mots pendant une dizaine de minutes. Comment ça? Attendez, vous vous rendez compte, là, vous m'avez fait un teasing de fou. Donc vous dites quoi? Vous lui dites quoi? Bah, c'était un moment magique, hors du temps. Après, on s'est dit des trus à nous. Enfin, je veux dire, ça ne regarde que nous. Non, mais évidemment, en fait, je lui dis à quel point je trouve que c'est le plus grand acteur de l'histoire du cinéma. Je lui dis à quel point je pense qu'on est chanceux de vivre à la même époque que lui. Je pense qu'il marquera l'histoire du cinéma à tout jamais. Je pense qu'on parlera encore de cet acteur dans 200 ans. Et puis je lui dis, un jour, on fera un film ensemble. Je lui dis, c'est une promesse que je vous fais, quoi. Et il me répond, je t'attends. Plus précisément en anglais, I'm on set, I'm waiting for you. Et je trouve ça dingue parce qu'il y a vraiment ce côté challenge, défi, quoi. Sa manière de répondre, c'est de dire, en gros, il n'y a pas de problème, moi, avec plaisir pour faire un film avec toi, mais je t'attends, ça veut dire t'es pas du tout au niveau 2 et à toi de travailler pour, quoi. Est-ce que vous voulez bien maintenant vous déplacer, Kev, du côté de la bibliothèque? Avec grand plaisir. Vous vous souvenez, elle est après la cheminée. Je pourrais récupérer après toutes les affiches et tout ça? C'est pour ma mère. Toutes comme ça, toutes, pas une ou deux, toutes. Non, mais je veux dire toutes les affiches, parce que les cadres, j'imagine que vous les gardez pour mettre les affiches d'autres participants. Ah ouais. Mais évidemment. Alors, dans cette bibliothèque, il y a bien sûr ce qui vous accompagne depuis longtemps, tant sur la littérature que la musique, bien sûr. C'est beau, ça. Je l'avais plus jeune. C'est le 33 tours de Titanic, hein, c'est ça? C'est dingue. Ouais. Un mot peut-être en rayon musique, puisque vous en êtes. Un mot sur Johnny Hallyday. Ouais, avec plaisir. Parce que c'est pas banal ce qui vous est arrivé là aussi. Il me semble que vous avez séjourné chez lui, à Los Angeles. Ouais. Mais il me semble aussi qu'il y a eu un certain malentendu entre vous. Ah bon? Je m'en rappelle pas. Il vous savait acteur ou il vous imaginait autre chose qu'acteur? Ah oui, c'est vrai, il a pensé que j'étais chanteur pendant longtemps, c'est vrai. Mais après, vous avez fini par lui dire ou pas? Oui. Johnny, peu de gens le savent, mais ça a été pour moi une histoire très particulière. C'est-à-dire que j'ai jamais réalisé à quel point il était la légende qu'il était avant sa mort. Et j'ai eu la chance de le rencontrer dans un truc très particulier à Los Angeles. Il avait vraiment presque une vie normale. Une vie... évidemment, je savais qui était Johnny Hallyday. Évidemment que j'aimais l'artiste qu'il était. Mais la rockstar immense, je pense que ça a peut-être moins touché ma génération que d'autres. Et moi, j'ai connu vraiment le mec, quoi, le bonhomme. Et c'était un bonhomme extraordinaire. Ils m'ont accueilli chez eux avec Laetitia à l'époque. Moi, je venais d'arriver à Los Angeles, je connaissais très peu. C'est très dur de passer parfois là-bas des semaines, des mois, sans connaître personne. Et c'est un peu parfois devenu une espèce de famille d'adoption. À chaque fois que j'allais dîner chez eux, c'était une bulle de bonheur. Et j'adorais discuter avec ce mec. Et on a eu des discussions hors du temps. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il me donne plein de conseils comme ça. Et il me dit, par exemple, toi, tu vois, par exemple, toi, sur tes chansons, par exemple, comment tu travailles? Et j'avais honte de lui dire que je faisais pas de chansons.
Et donc je lui dis comme toi, Johnny, il dit, voilà, tu vois, dans les concerts, il faut que tu sois planté sur scène. Et je pense que pendant un moment, ouais, il a cru que j'étais chanteur. Il savait pas bien qui j'étais. Et d'ailleurs, on s'en fout. Mais j'ai adoré écouter ses conseils, écouter ses anecdotes. C'est quand même un mec qui te raconte des histoires avec Ray Charles, avec les Beatles. Enfin, il te dit des trucs complètement fous, qui sont complètement normaux pour lui. Et j'ai adoré échanger avec ce mec-là. Et j'étais très, très touché à sa mort, très bouleversé, franchement. J'ai encore des objets qu'il m'a donnés, des choses qu'il m'a dédicacées. Un livre, par exemple, qu'il aimait beaucoup, qu'il m'a dédicacé, que j'ai gardé précieusement. Enfin, voilà, ça restera toujours un peu spécial pour moi, Johnny. Et je dis un mot aussi, évidemment, sur les livres que vous avez choisis, parce que c'est fait avec tellement d'attention et c'est tellement... L'Attrape-cœur de J.D. Salinger, c'est le livre que j'ai le plus lu dans ma vie. C'est le livre qui m'a le plus marqué, je crois. Parce qu'il raconte tellement plus que juste un môme perdu dans New York. Ça raconte justement comment se trouver, comment se retrouver dans une époque folle. Et je trouve qu'il n'a jamais été aussi moderne, ce livre-là. Ouais, je le conseille à tout le monde. Madame Doubtfire, j'en dis un mot quand même. Robin Williams, c'est extraordinaire. C'est un des seuls acteurs américains, quand il est décédé, j'ai vraiment pleuré comme si c'était quelqu'un de ma famille, quoi. Robin Williams, pour moi, on n'en recréera pas. Alors là, il faut choisir, en revanche. Et puis c'est vous qui mettez le disque, en plus. Ah, c'est moi qui le mets? Oui, génial, bah ouais. Génial. Écoute, je sais... Ah, putain, il y a Maroon 5 aussi, j'adore Maroon 5. Oh là là, j'adore Maroon 5. Qu'est-ce que vous me faites? C'est pas sympa. Allez-y, c'est votre moment. Ça marche. Alors, attends, parce que je sais laquelle je vais mettre. Et je vais vous expliquer évidemment pourquoi, mais... Ah bah oui. On y est. Est-ce que ça fonctionne? Ouais, c'est celui-là. C'est ça? Bien. C'est ça. C'est un titre qui s'appelle Girls Like You de Maroon 5. Et c'est une déclaration d'amour à une femme et aux femmes en général. Et je pense que je n'aurais jamais fait le quart de ma carrière sans toutes les femmes qui m'entourent. Je pense notamment évidemment à mon associé Lisa Soussan, à ma mère, Nathalie, à ma grand-mère, à mes grands-mères. Je pense à... Ouais, toutes ces... J'ai eu la chance d'avoir une énorme influence féminine. Et j'en suis très fier, je le porte avec beaucoup de fierté. Ce titre-là me rappelle ça et me donne envie de danser. Ah bah très bien, on a tout alors. Cet hymne à la féminité, signé Maroon 5, le choix de Kev Adams pour conclure cette émission. Tout à fait. Toujours trop courte cette émission, hein, quand même. Ouais, c'est vrai. Faudrait faire un format 4-5 heures, tu vois. 4-5 mais pour heures. nous, hein, on diffuserait pas ça aux gens parce que ça les ferait chier, mais juste pour nous, pour le plaisir. Tu vois, c'est vraiment une séance de psy à chaque fois, quand même. Bah alors vous revenez évidemment, la prochaine fois je vous allonge. Enfin, vous allongez si oui, vous voulez. C'est ça, Nathalie. Allez, Gardons quand même un peu. Prenez-vous en photo, tiens, laissez-moi une petite photo de vous. C'est là? Oui, c'est ça. Avant que je dise trop d'âneries. Avec plaisir. Vous avez le bouton rouge pour allumer l'appareil. D'accord. Voilà. Et puis quand vous avez entendu un petit... Voilà, normalement il est prêt et vous pouvez tenir l'appareil face à vous, un petit peu en hauteur pour... Ah bah, vous êtes trop rapide. Bon bah, vous savez quoi, laissez-moi ce cliché qui est loupé. On va en refaire une ensemble quand je vais venir vous voir. On remontera le son et on dansera. Non, c'est pas grave. Là, j'ai fait n'importe quoi. Laissez. J'ai appuyé sur le bouton rouge. Oui. Ah, voilà. Bah, ouais. Ah, ça y est. Bon bah très bien, on verra laquelle tient la route. Je pense que la deuxième... Alors, je suis très surpris par contre dessus. Hein. Je m'y attendais pas. Merci beaucoup. Merci à vous de m'accueillir à chaque fois en aparté. On s'est déjà beaucoup amusé et puis on a aussi passé un très joli moment avec plein d'émotions. Et merci aussi de nous ravir avec le jour J dans les salles le 15 octobre. Merci Kev Adams. C'est moi qui vous remercie. J'espère à très bientôt et vive en aparté. Oh, c'est sympa ça. Je vous invite à reprendre les quelques marches derrière vous. Ouais. Il faut que je m'en aille, ça y est? Bah ouais, hein. Je ferme. Je ferme la boutique. Évidemment. Le jour J, 15 octobre, aux côtés de Jarry, Didier Bourdon, Jonathan Lambert, Chantal Latsou et j'en passe. Le nouveau film de Claude Zidi Junior. Vous avez embarqué la crêpe. Évidemment que j'embarque la crêpe. Allez, ça marche. Salut en aparté, merci beaucoup. Chose. Au revoir. Génial. Girls like you love fun and yeah, me do what I want when I come